Les chapitres 1146 et 1147 de One Piece ont ouvert la porte à plusieurs théories, notamment sur la clé pour triompher de l'immortalité des chevaliers divins. C'est une question à laquelle répondra la bataille d'Elbaf, et Oda nous a peut-être déjà indiqué la faiblesse des pouvoirs sataniques des membres du gouvernement mondial à Egghead. Scopper Gaban jouera un rôle clé pour cela, tout ayant été prévu par Oda depuis la révélation des pouvoirs de Saturne à Egghead. Brook, de son côté, devient plus mystérieux, connaissant l'ordre des chevaliers sacrés, et le personnage de Gunko est de plus en plus mis en avant, ouvrant la porte au sommet idéal pour parler de son cas. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo théorie sur Brook, Gunko et l'immortalité des chevaliers sacrés. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons. Brook, le 9e membre de l'équipage du chapeau de paille, est sans doute l'un des personnages les plus énigmatiques de One Piece. Derrière son apparence de squelette excentrique et son humour macabre, se cache une figure bien plus complexe dont le passé, les connaissances et les connexions avec les plus grands secrets du monde d'Oda soulèvent de nombreuses questions. Le chapitre 1146 a ravivé l'intérêt pour son histoire, notamment par sa réaction face aux chevaliers sacrés, suggérant qu'il en sait bien plus qu'il ne laisse paraître. Avant de devenir pirate, Brook était le chef de la garde royale d'un royaume non nommé de West Blue. Ce rôle de haut rang militaire implique une proximité avec les cercles du pouvoir mondial, voire avec le gouvernement mondial lui-même. Il a ensuite quitté cette position pour rejoindre les Rumbar pirates, un choix qui pourrait avoir été motivé par une volonté de fuir un passé lourd de secrets, potentiellement lié aux chevaliers sacrés. Âgé de 90 ans, il est l'un des personnages les plus vieux de l'œuvre. Il a vécu des événements majeurs de l'histoire du monde bien avant la naissance de la plupart des protagonistes actuels. Cette longévité lui confère une perspective unique sur les dynamiques politiques et les figures influentes du monde. Rappelez-vous, il parlait de Roger comme étant un rookie qui avait fait parler de lui, signifiant donc qu'il a été témoin de l'évolution de Roger, de rookie au plus grand pirate que le monde ait connu. Il connaissait également les samouraïs de Wano, alors que c'est un pays aux frontières fermées. Sa réaction lorsqu'il apprend que Sanji est un Vice-Smoke à Whole Cake Island nous laisse sous-entendre qu'il connaissait de nom la Germa 66. Avec sa longévité vient donc un savoir immense sur le monde et ses différentes factions, même secrètes en fonction de ce qu'il a fait tout au long de sa vie jusqu'à présent. Et justement, en étant un ancien garde royal puis un pirate, il y a là une possibilité qu'il ait entendu parler des chevaliers sacrés. Ses motivations pour devenir pirate pourraient être liées à quelque chose que le gouvernement mondial aurait fait. J'ai donc différentes idées sur comment Brook connaît l'identité des chevaliers divins. En premier, la possibilité qu'il ait été témoin d'un événement lorsqu'il était un garde royal ou qu'il en ait eu vent d'une quelconque façon. Cet événement l'aurait ensuite poussé à devenir pirate, se rendant compte de la corruption du monde et du véritable visage du gouvernement. Comme deuxième hypothèse, il se pourrait que Brook ait, dans des circonstances exceptionnelles, rencontré plusieurs chevaliers divins quand il était un garde royal, et que ses valeurs s'opposant à celles du gouvernement les forçaient à devenir pirate pour sa survie. Étant donné qu'il était le chef de troupe, il est possible qu'il ait pu les rencontrer ou en tout cas avoir eu des informations confidentielles de par son statut. Il faut en tout cas un flashback complet sur Brook. Il y a matière à raconter beaucoup de choses avec un vécu comme le sien. Le chapitre 1147 ne nous explique pas d'où Brook connaît l'ordre des chevaliers sacrés, comme il fallait s'y attendre. Toutefois, une opposition entre lui et Gunko qui veut faire de lui son esclave semble se développer. Peut-être apprendrons-nous plus sur ces deux personnages prochainement. Passons maintenant à une théorie sur Gunko et la déesse qui aurait inspiré ce personnage. Artémis, déesse de la chasse. Dans la mythologie et la religion grecque antique, Artémis est principalement la déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Fille de Zeus et de Leto, elle est la sœur jumelle d'Apollon avec lequel elle partage beaucoup de traits. Elle joue un rôle important dans de nombreux mythes. Dans la mythologie romaine, elle a été assimilée à la déesse Diane. Dotée du pouvoir de provoquer des épidémies ainsi que de celui de guérir, elle est la cause des morts subites et du mal qui emporte les femmes en couches. Elle est aussi la protectrice des chemins et des ports, des très jeunes enfants et des jeunes animaux. Ces cultes se rapportent aux grands moments de la vie organique d'une femme, naissance, puberté
est mort. Installée sur les genoux de Zeus, alors qu'elle n'a que 3 ans, elle lui demande « Accorde, ô mon père, accorde à ta fille de rester toujours vierge et de porter assez de noms divers pour que Phébus ne puisse lui disputer. Donne-moi, comme à Phébus, un arc et des flèches. » Et le récit continue. Je vois personnellement une ressemblance forte avec Gunko, Artémis utilisant un arc et des flèches et étant la protectrice des chemins et des ports des jeunes enfants, tout comme Gunko, qui se dit être une déesse, a le pouvoir de la flèche et est celle qui guide les enfants sur le chemin vers la Terre Sainte. Il y a une autre idée intéressante pour Gunko. Gunko, la dynastie franque et le royaume de Burgondie. Commençons par le nom Gunko, le préfixe Gun résonne fortement avec des figures légendaires de la tradition nordique et Burgonde, Gunnar, Gjugi et Gunther. Gjugi ou Gibissa, selon la prose Edda, était le roi fondateur des Burgondes et père de Gunnar, Oni et Gudrun. Leur nom partage la racine Gun, synonyme de combat ou de guerre, une thématique qui pourrait bien coller à Gunko. Les royaumes des Burgondes furent absorbés par les Francs mérovingiens dont le roi le plus célèbre fut Clovis. Clovis épouse Clodite, nièce de Gundobad, roi burgonde qui tua sa propre famille, sauf elle. Cette union marque la fusion de 2 grandes lignées royales. Clovis évoque fortement Clover, comme le docteur Clover, grand archéologue d'Ohara. De Clovis à Louis, évolution d'un nom royal chez les Mérovingiens. Clovis est le nom du premier roi chrétien des Francs, un personnage historique majeur. Son nom vient du germanique et signifie gloire plus combat, donnant guerrier glorieux. Clovis est donc la forme ancienne du prénom Louis. C'est pourquoi tous les rois de France nommés Louis sont en fait les héritiers symboliques de Clovis. Cela ouvre un lien possible avec un autre personnage mystérieux de One Piece, Louis Arnold. Les 10 Clover, ancienne lignée de dragons célestes. La famille des 10 Clover pourrait dans cette hypothèse être une ancienne lignée de dragons célestes, descendants des clans royaux du Vieux Monde. Le mariage entre Clovis, les 10, et Clodite, lignée des Gunki, expliquerait que Gunko fasse partie intégrante de cette famille. Son nom évoquant Gunnar, elle pourrait être une descendante de cette lignée royale ancienne, issue du mariage de personnages inspirés de Clovis et Clodite dans le monde de One Piece. Les Fingerland, le trèfle irlandais et Gunko, une ascension vers la divinité. Le shamrock ou trèfle à 3 feuilles est l'un des symboles nationaux les plus anciens de l'Irlande. Il a été utilisé par Saint Patrick, selon la légende, pour représenter la Sainte Trinité chrétienne, un symbole à la fois religieux et royal dans un contexte médiéval. Mais le trèfle est aussi une plante sacrée celtique. Dans la tradition druide, elle évoque l'équilibre entre les mondes, le passé, le présent et le futur. C'est donc un emblème de savoir, de foi et de royauté cachée. Or, dans One Piece, un personnage nommé Shamrock apparaît avec ce nom hautement symbolique. Ce n'est sans doute pas un hasard. On peut alors théoriser que la famille Fingerland porte un lien profond avec cette symbolique irlandaise en tant que lignée de nobles célestes, ancrée dans la tradition, la pureté et le pouvoir spirituel. Dans notre théorie, la famille Fingerland fait partie de la noblesse céleste, mais différente des dragons célestes dégénérés comme les Tenryubito. Eux, ce seraient les gardiens d'un idéal ancien, d'une royauté plus noble, plus sacrée, expliquant le statut de Garling et Shamrock. Ils pourraient avoir un rôle proche de celui des chevaliers ou moines guerriers dans les sociétés chrétiennes anciennes. Protéger la lignée, transmettre un savoir, maintenir l'ordre céleste. Gunko, dans cette vision, serait une enfant issue d'une ancienne lignée royale déchue, possiblement la lignée burgonde des Gyuki liée aux 10 Clover, les érudits d'Ohara. Après la chute de son clan, elle aurait été recueillie par les Fingerland. Ainsi, elle aurait été élevée dans cette tradition céleste, formée aux valeurs sacrées de la noblesse divine, jusqu'à devenir chevalier divin. Ça expliquerait également l'arrogance que le personnage montre, ne cessant pas de se proclamer comme un dieu vivant. L'origine de l'immortalité des chevaliers sacrés et du Gorosei. Comme nous avons pu le voir dans le chapitre 1146, les chevaliers sacrés sont immortels, exactement comme l'étaient les doyens à Egghead. Et je pense que leur immortalité n'est pas inhérente à leur pouvoir, mais qu'elle leur est plutôt accordée par Im-sama via un pacte satanique. Donc selon moi, le fait qu'ils apparaissent à travers des pentacles sataniques est la raison de leur immortalité. En utilisant les pentacles sataniques, ils se soumettent au pacte passé avec Im-sama, leur garantissant l'immortalité. Si on peut argumenter que c'est un moyen rapide d'aller d'un point A à un point B, je dirais que Saturne a utilisé le pentacle à Egghead alors qu'il était déjà sur l'île. Je pense donc que faire usage du pentacle est un rituel renforçant leur soumission au diable en échange de l'immortalité que seul Im-sama peut enlever à tout le monde.
comme elle l'a fait avec Saturne à la fin de Egghead. Et Oda nous a donné le moyen de contrer cette immortalité sur Egghead également. Quand Emmett émet le haki des rois de Joy Boy, les doyens sont tous renvoyés sur la Terre Sainte, détransformés et essoufflés. Leurs pouvoirs ont été annulés, y compris leur capacité de régénération. Il faudrait donc un haki des rois très puissant pour affecter la vitesse ou capacité de régénération. Et ça tombe bien, car nous avons un Scopper Gaban sur l'île. Si je ne mentionne pas Luffy, c'est parce que son haki des rois n'a pas eu le même effet que celui de Joy Boy sur les doyens. Et le haki de Joy Boy a été comparé à Shanks. Un moyen de faire comprendre que même s'il est au-dessus, celui de Shanks n'est pas très loin. Et donc celui de Roger devait le talonner. Gaban, en tant que bras gauche du roi des pirates, est la clé pour permettre à Luffy d'améliorer sa compréhension et maîtrise du haki, car il n'a pas encore une maîtrise parfaite comme on pourrait le penser. Le revêtement du haki des rois n'est qu'une étape vers la forme ultime de ce haki. Shanks a d'ailleurs montré une utilisation du haki supérieure à celle du revêtement face à Aramaki, et Joy Boy une version encore plus poussée. Maintenant, concernant le haki des rois pour contrer l'immortalité, je dois mettre en opposition un contre-argument qui s'entend, à savoir que Im-sama a été affecté par le haki des rois de Joy Boy. Ça peut être la raison de pourquoi les doyens ont momentanément perdu leur pouvoir, mais je pense que comme les doyens, les chevaliers sacrés sont liés à Im-sama. Il se peut tout simplement que si ton haki des rois est suffisamment puissant pour affecter les chevaliers divins et les doyens, il affecte automatiquement Im-sama. Ils sont donc liés de par le pacte les unissant, donnant un point faible à Im-sama qui, je pense, se débarrassera des doyens et chevaliers sacrés à la toute fin pour utiliser sa pleine puissance contre Luffy. Entre autres, les doyens et les chevaliers sacrés sont profondément liés à Im-sama. Et si tu parviens à émettre un haki des rois si puissant qu'il affecte Im-sama, il affecte les pouvoirs et la régénération des doyens et des chevaliers divins également. Il est parfaitement logique que le moyen de contrer ce pouvoir fraîchement introduit soit le haki des rois qui peut encore se développer du côté de Luffy. À Chapondi face à Kizaru, un Logia, il fallait le haki de l'armement pour le toucher, et c'est Riley qui l'a arrêté. Maintenant sur Elbaf, Scopper Gaban pourrait nous montrer une maîtrise du haki bien supérieure à celle de Luffy, pouvant contrer partiellement l'immortalité des chevaliers sacrés. Le chapitre 1147 nous montre Scopper Gaban prêt à combattre, et j'espère qu'il montrera un haki des rois si puissant qu'il pourra blesser réellement les chevaliers sacrés. De cette manière, Luffy, bien que aussi fort qu'Yonko, doit évoluer face à des adversaires. Si personne ne remet en doute la supériorité de Luffy sur les chevaliers sacrés, Shamrock exclu, car potentiellement du même niveau, personne ne peut dire que Luffy a de quoi les vaincre étant donné qu'ils sont immortels et qu'il a comme plus grand point faible l'endurance. Et voilà les voyageurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!